Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré donc comme tous les mardis, je le disais, à un investissement alternatif ou en tout cas un peu moins conventionnel. En l'occurrence, on aborde la thématique du crowdfunding appliquée à une thématique d'investissement particulière, la transition énergétique qui comprend aussi bien le solaire, l'éolien ou encore la méthanisation. On va en parler et on va vous expliquer tout ça avec Léo Lemordant, le cofondateur et président d'Enerfip qui est sur le plateau. Bonjour Léo Lemordant. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Enerfip existe depuis 2015. Vous avez choisi de vous focaliser sur ces thématiques d'investissement, donc dans la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix a été fait au départ et j'ai parlé de solaire, d'éolien, de méthanisation, savoir un peu qu'est-ce que ça recouvre en termes de thématiques. Oui, alors donc on a fondé Enerfip en 2014 et puis le temps d'avoir les agréments de l'autorité des marchés financiers, on a lancé l'activité en 2015 avec mes associés. Et on a choisi tout naturellement cette thématique parce que on vient de ce secteur-là. D'accord. Des développeurs en hydroélectricité, Julien, mon associé dans le solaire. Il a développé notamment la première centrale au sol de France en 2008 à l'époque. Bien sûr. Et le dernier plutôt financier, Sébastien, pour l'aspect structuration de dossier. Et on a fondé Enerfip pour résoudre à la fois certains problèmes ou problématiques de porteurs de projets au niveau du financement de projets ou d'essayer de faire venir les gens dans les réunions publiques. D'accord. Oui. Donc plutôt de l'acceptabilité territoriale. Et à la fois du côté des particuliers, leur donner accès à un placement qui est aujourd'hui trusté par les fonds d'investissement, d'infrastructures qui financent les projets, et alors que c'est des investissements qui sont quand même attractifs au niveau du couple rendement-risque. Et donc là, c'était un moyen de leur donner accès à ce type de nouveaux financements. Alors, il y a deux choses que dans votre réponse. Il y a d'abord le côté financier, rendement-risque, on va y revenir. Juste avant, vous nous avez parlé de réunions publiques, d'échanges avec les habitants, finalement, des territoires où ces projets sont portés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur des projets qui sont quand même conséquents en termes d'investissement, d'échanger avec les locaux, finalement, les habitants des territoires sur lesquels ils vont être implantés? Oui, tout à fait. En fait, c'est des projets qui participent au développement des territoires, au développement des infrastructures. Donc forcément, il y a des impacts en local. Et dans le cadre de la concertation publique, il faut faire un tas de démarches pour avoir le retour des gens qui vont être impactés par ces projets. Et ça, c'est obligatoire dans le schéma, finalement, du développement du projet? Alors, le financement participatif n'est pas vraiment obligatoire. Oui, non, bien sûr. Non, là, je parle du coup de l'échange public, effectivement. Absolument, c'est vraiment nécessaire. Et il y a des contraintes légales, d'ailleurs, qui viennent s'ajouter à la nécessité d'aller vers les gens qui sont impactés par les projets. Et le financement participatif vient apporter une touche supplémentaire pour apporter la touche finale. Bien sûr, non seulement on est au courant du projet, mais en plus de ça, on peut y prendre part. Et puis, il y a de la redistribution des richesses qui sont créées par les communs que sont le vent, le soleil, les ressources en fait, du territoire, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que on a en tête l'éolien, parce que l'éolien, déjà, c'est un sujet qui est évoqué là dans la campagne présidentielle, et on entend souvent que c'est compliqué parce que personne ne veut avoir d'éoliennes à côté de chez soi. Donc, l'actualité fait qu'on comprend qu'il y a des réunions publiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, que ce soit sur des projets solaires, éoliens ou d'autres, comment est-ce que ça fonctionne, par qui c'est porté, comment est-ce que ça arrive sur les territoires, pour comprendre à quel moment le particulier peut décider ou non de s'intéresser au projet et ensuite potentiellement d'y investir? Oui, alors c'est vrai c'est dans l'actualité, et puis il y a des candidats à la présidentielle qui portent ce sujet haut et fort. C'est depuis toujours en fait que les projets vont vers le public pour essayer d'avoir leur retour, améliorer l'organisation du parc, peut-être supprimer un mât à un endroit qui a un fort impact visuel, réduire le nombre de mâts, déplacer le projet de quelques centaines de mètres, ce genre de choses. Après, c'est vrai que les opposants ont une forte visibilité, mais dans l'ensemble de la population française, ils ne représentent que 15% en fait. Quand on regarde les sondages qui sont faits par les grands instituts de sondage, et si on va regarder même les populations qui sont à proximité des parcs, à moins de 5 km, le taux de gens qui sont pour les projets éoliens, qui habitent à côté, c'est 75%. Donc en fait, il y a une forte visibilité des opposants, et à l'inverse, une majorité silencieuse, entre guillemets, qui n'a pas voix au chapitre. Et c'est ça qu'on met en valeur, nous, à travers nos collectes. À titre d'exemple, je voudrais
Voilà, donc dans l'éolien, dans le solaire, on va promouvoir certains projets qui sont à dimension quand même très forte, très, très impactante pour le territoire. Par exemple, cette centrale solaire qui est la plus grande d'Île-de-France, fait quand même 24 hectares en fait. D'accord. Ouais. C'est assez massif. Quand on a fait le financement participatif pour cette collecte, on a levé 1,4 million auprès de 500 personnes, dont 200 de la communauté de communes. Mais alors, avant d'arriver à la levée de fonds, qu'est-ce qui se passe au début du projet ? C'est porté par une entreprise ? Oui. Alors nous, on se focalise uniquement sur les professionnels du secteur qui portent quand même des projets de assez grande taille, ou alors un gros portefeuille de projets de petite taille. Ça peut être des petites PME qui sont spécialisées là-dedans, ou des grands groupes, comme par exemple NJ Green ou Total, qui viennent aussi lever des fonds sur Enerfip. Et donc ensuite, ils identifient un territoire. C'est là où il y a une... Oui, alors ça c'est vraiment très en amont. C'est encore avant le projet. Non, alors oui, ça peut être le cas. Par exemple, ce projet qui était à Marcoussis, c'est le maire de Marcoussis qui a été à l'initiative en demandant à sa population qu'est-ce qu'on peut faire de ce territoire qui est inutilisable, enfin ce terrain qui est inutilisable, c'est des remblais de la construction de la ligne TGV qui va à Bordeaux. Et donc on ne peut pas faire d'agriculture, donc finalement, comment l'utiliser ? Potentiellement le solaire ou l'éolien. Voilà, ça a été la voie qu'ils ont choisie. Ils sont mis en lien avec le syndicat d'électricité d'Île-de-France. Ils ont choisi un partenaire privé pour faire le développement de projet, qui en l'occurrence était NJ Green. Bien sûr. Et à partir de là, donc il y a eu des étapes de toute l'ingénierie en fait du projet. On commence par là avant de parler de financement. D'accord. Exactement. Nous, on arrive plutôt à la fin du développement de projet, au moment où la centrale va être en construction ou à la mise en service. Et alors, donc, du coup, ensuite, vous proposez un investissement via du financement participatif. Ça veut dire que vous vous adressez essentiellement aux territoires concernés par le projet, ou c'est beaucoup plus large que ça ? Souvent, c'est le cas, parce qu'il y a une volonté du porteur de projet de redistribuer en priorité, en tout cas. Bien sûr, d'associer finalement au projet. Ouais. Mais on a aussi une autre typologie de projet, où là, j'ai commencé à l'évoquer en introduction, où l'objectif est moins de faire ce dont on vient de parler, de l'acceptabilité territoriale, etc., mais vraiment d'apporter du financement de projet, et où l'objectif, c'est d'être quand même à des conditions de financement les plus favorables possibles pour le porteur de projet, tout en apportant une rémunération assez attractive à l'investisseur. Donc là, on réfléchit en termes d'investissement avec un rendement de 5%. D'accord, pas forcément garanti comme n'importe quel projet, comme n'importe quel financement. Mais pas garanti dans la plupart des cas. En tout cas, c'est l'économie réelle. Donc il y a une part de risque qu'il faut appréhender. Après, on est sur des technologies qui sont quand même très matures, des projets qui sont développés par des professionnels. Donc le risque, on peut l'appréhender, on peut le mesurer et mettre en face des sûretés juridiques, enfin des éléments qui vont permettre de compenser ce risque de manière... voilà. Et c'est quoi le risque en fait ? C'est que le projet ne voit jamais le jour parce qu'il y aurait des recours de riverains ou d'habitants ça peut être ça. Quand on vient apporter du financement de développement de projets très en amont. Dans la plupart des cas, on a quand même dérisqué ce point-là. D'accord. Et on apporte des financements qui sont plutôt à des étapes de maturation du projet, une fois qu'on sent que ça va se faire, même s'il y a encore certaines étapes de développement à réaliser. Mais qui ne seraient pas bloquantes pour le projet ? Qui peuvent être bloquantes pour le projet. Par exemple, un Covid a pu être a pu apporter des sueurs froides aux développeurs de projets pour l'approvisionnement, par exemple, des panneaux. Il y a eu des problèmes logistiques qui ont fait qu'il y a eu des décalages temporels sur la livraison. Nous, heureusement, sur les projets sur lesquels on était positionnés, il n'y a pas eu d'impact, mais c'est un événement externe à la routine qui peut venir impacter un projet, quoi. On investit que sur un projet dans lequel on croit, ou on peut prendre la décision de venir chez Enerfip et de dire je suis intéressé par cette thématique de transition énergétique au sens large et du coup investir dans un portefeuille de projets ? Il y a les deux. Il y a des investisseurs qui souscrivent au projet qui est à côté de chez eux. D'accord. Voilà, donc il y a souvent une somme conséquente. Par exemple, sur Marcoussis, on était quasiment à plus de 3 000 € de ticket moyen. D'accord. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont utiliser Enerfip comme un moyen de diversifier son épargne et mettre des plus petits tickets, mais très régulièrement. Donc on a par exemple des investisseurs qui ont souscrit 30 fois avec des tickets de 500 €. Donc à la fin, ça fait quand même 15 000 € d'encours, mais répartis en foisonnant le risque sur 30 projets.
Et alors, dernière question pour comprendre un petit peu ce type d'investissement, parce que c'est sûr qu'en fait, quand on finance à côté de chez soi, on comprend assez bien qu'on a envie d'y être associé de manière plus long terme. Quand on réfléchit vraiment en investissement, justement, est-ce que c'est une épargne de court terme, de long terme, un investissement sur 2 ans, 10 ans? Alors, vu qu'il y a une assez faible liquidité, on ne peut pas sortir à tout moment de ces produits. C'est quand même de l'épargne dont on n'a pas vraiment besoin tout de suite. Après, on propose des maturités très courtes, jusqu'à 12 mois. Et après, des projets sur beaucoup plus long terme, 5 ans, 6 ans, etc. Donc, on peut adresser toutes les problématiques d'épargne des investisseurs. Et chacun peut choisir en fait ce qui lui correspond en fonction à la fois ce qu'il souhaite. Par exemple, quelqu'un qui ne souhaite pas financer un projet éolien, il n'a qu'à pas souscrire. Et à l'inverse, quelqu'un qui veut absolument foncer dans la transition énergétique, et on en a absolument besoin si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050 collectivement, il faut y aller et donc désépargner une grosse partie de son épargne de produits plus classiques pour aller soutenir ces projets dont on est sûr qu'ils ont un impact direct et immédiat sur la transition énergétique. Merci beaucoup Léo Lemordant d'être venu nous expliquer du coup comment investir via du financement participatif dans la transition énergétique. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le président d'Enerfip. Mais merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.